Bonjour, alors on a beaucoup d'émotions aujourd'hui à lancer cette première émission ensemble avec Aurélie Héritier, donc Aliancy Inspiration. L'ambition de cette émission, comme son nom l'indique, c'est de pouvoir effectivement partager l'expérience de ceux qui font le numérique aujourd'hui. Alors on est au sein des assises, évidemment on ne pouvait pas éviter les sujets de la cybersécurité. Et Coralie, donc tu es présidente d'ID-Nomic, on va effectivement vivre cette émission avec toi. Oui, je suis directrice générale de ID-Nomic et on le sait ici, et Exatrust, où on se trouve, l'espace Exatrust où on se trouve en est un exemple. Il y a une vingtaine de PME ici qui sont parties d'Exatrust et ces PME constituent l'essentiel du paysage de la cybersécurité en France. On est à la pointe des technologies de la cyber et pour ça on a besoin d'innover et on se pose la question justement de la coopération des grandes entreprises avec les PME pour l'innovation parce qu'on a besoin de leurs apports pour avoir les cas d'usage pour envisager les nouvelles technologies de demain, notamment dans l'IoT, dans l'industrie du futur. Alors, on a une formule d'émission un peu originale aujourd'hui, donc on est effectivement au sein des assises. On a des invités. Je t'invite à retrouver Dorian et ses invités que tu vas présenter. Je les rejoins tout de suite. Bonjour à tous. Bonjour. C'est à nous. Je vais présenter rapidement nos invités qui ont accepté de jouer le jeu de cet échange en plein cœur des assises. Donc nous avons Thierry Auger qui est DSI adjoint et RSSI du groupe Lagardère. Bonjour Thierry. Bonjour Dorian. Et Olivier Lignol, donc directeur cybersécurité au sein du groupe EDF. Bonjour Olivier. Bonjour Dorian. Merci. On a cet enjeu commun à toutes les entreprises, on en a discuté précédemment, qui est une accélération généralisée. On appelle ça la transformation numérique, on appelle ça les nouveaux enjeux d'innovation. Aujourd'hui, une question qu'on se pose, c'est justement comment des grands groupes tels que les vôtres s'adaptent à ces nouveaux rythmes, ces nouvelles accélérations. Et donc, une première question peut-être pour vous, pour cadrer l'échange, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous croyez que des grands groupes comme les vôtres se sont mis dans l'esprit de pouvoir innover avec plus rapidement, avec plus petit qu'eux, chez Lagardère par exemple? Alors clairement, et depuis des années, et on s'est organisé pour ça, de manière à globalement en fait être capable de capter sur le marché les ressources dont on peut avoir besoin, les pépites en fait qui peuvent nous aider. Et globalement, mais vraiment en résumé, c'est essayer de trouver des technologies qui font ce que les gros frameworks qu'on a pu déployer ces dernières années ne font pas pour l'entreprise. C'est un changement d'état d'esprit au sein du groupe. C'est un changement d'état d'esprit, c'est un changement d'organisation, c'est aussi une organisation parce qu'il faut savoir le gérer, il faut savoir s'organiser pour le faire correctement, mais ça se passe plutôt bien et au final c'est très très positif. Et chez EDF, Olivier, comment faites-vous finalement pour travailler avec les PME qui sont à la pointe sur des technologies de cybersécurité? Comment vous faites le sourcing et comment ça se passe dans les projets? Alors en fait on fait appel à un nouveau processus d'achat qui est le processus d'achat innovant qui nous permet de nous affranchir d'un processus qui est assez lourd, c'est-à-dire que quand on achète au sein du groupe EDF, on a un processus qui peut durer de 12 à 14 mois puisqu'on est une entité adjudicatrice et donc à ce titre-là, on a défini, alors pour des seuils qui ne sont pas très élevés, en dessous de 400 000 €, un processus qui permet assez rapidement de pouvoir contractualiser avec une société innovante de manière à amener justement cette innovation au sein de nos solutions qui sont là pour certaines d'entre elles depuis très longtemps. Et concrètement, une fois qu'on démarre un projet, comment ça se passe? Parce que le rythme des PME n'est pas forcément le même que celui des industriels ou des grands groupes. Comment faites-vous pour vous adapter les uns avec les autres? Alors, et c'est vraiment une bonne question sur le fait qu'il faut un rythme adapté à la start-up ou à la société innovante, premier point. Deuxième point, il faut aussi une relation croisée entre les différents acteurs. Et donc, il faut être en mesure de pouvoir comprendre et intégrer le processus de développement des produits. Et donc assez rapidement, quand on travaille avec ce genre de structure, on échange avec eux, on voit comment ils peuvent faire évoluer leurs produits, leurs solutions, de manière à les adapter à nos propres contraintes. Et en même temps, nous, on essaye de voir quels sont les éléments d'intégration, de qualification, notamment dans le domaine industriel, de manière à ce que ça ne mette pas des années pour rentrer, ce qui serait rédhibitoire pour une société qui a besoin de faire un chiffre d'affaires assez rapidement.
peut-être un peu d'agilité aussi, avec des jalons et puis quelques projets qui sont plus rapides pour faire des itérations? Alors tout à fait. Donc, à l'échelle d'un groupe comme le groupe EDF, on appelle ça des phases pilotes, mais pour une start-up, ça peut être une phase de démonstration de la viabilité d'un produit, et puis un peu de chiffre d'affaires aussi. Et donc typiquement, quand je pense notamment à tout ce qui est niche de marché dans le domaine des systèmes industriels, où on voit beaucoup d'ailleurs autour de ces stands des nouveaux acteurs qui viennent s'introduire dans ce domaine-là, et qui permettent d'avoir des solutions qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Et donc pour nous, c'est intéressant, mais en plus on aimerait bien les avoir rapidement. Donc on a un intérêt qui va dans le même sens, et donc on essaye de faire en sorte assez rapidement que ces pilotes puissent aboutir, de manière à les valider, de manière à pouvoir aussi le faire savoir, et en même temps de manière à pouvoir passer à des séries un peu plus importantes au niveau de nos partenaires. Côté Lagardère, vous avez des exemples justement concrets de ce qui est fait pour travailler avec plus petit que soi, des startups certes, des PME également, et cette logique de sourcing, de s'améliorer dans ce fonctionnement. Qu'est-ce qui vous inspire chez Lagardère aujourd'hui ? Alors en fait, ce qu'on fait, c'est de la veille en fait sur l'ensemble des marchés. On n'est pas limité en fait au territoire français. On a des contacts en fait en Silicon Valley. On travaille avec des fonds d'investissement qui sont en France et qui sont aussi en fait sur l'Israël et qui nous remontent en fait régulièrement des deal flows qui nous permettent en fait d'analyser, de regarder quelles sont les technologies qui sont disponibles. À partir de là, en fait, on prend contact, on discute en fait avec les structures, on identifie quelles sont effectivement les valeurs ajoutées et on regarde de quelle manière en fait on va pouvoir les poser quelque part. Et je dis bien les poser quelque part, c'est dans l'écosystème du groupe qui est fait de multiples systèmes d'information, c'est de trouver en fait le bon endroit qui va permettre en fait à la société de s'exprimer complètement et de nous livrer un produit qui soit proche en fait de ce qu'ils sont capables de réaliser. Et est-ce qu'aujourd'hui il y a typiquement déjà en place des projets qui viennent de cette nouvelle réflexion, des choses qui sont en production ou qui sont disponibles sur le marché, que vous avez réussi à transférer quelque part de ces nouvelles logiques d'innovation à vraiment l'activité, j'ai envie de dire, quotidienne de Lagardère ? Pleinement. En fait, il y a plusieurs étapes. Parfois, parfois en fait, on s'arrête un petit peu, on travaille en fait avec la start-up et on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément de la maturité, donc on continue avec eux et on attend en fait qu'il y ait une vraie capacité. Quand cette capacité est là, on est capable en fait de faire des déploiements. Bien souvent en fait il se passe 18 mois, 24 mois et à partir de ce moment-là en fait on a vraiment des plateformes opérationnelles qui sont utilisées par l'ensemble des activités du groupe et c'est le cas depuis des années en fait avec des technologies très pertinentes comme je disais tout à l'heure qui viennent compléter les gros frameworks qu'on peut avoir et qui nous apportent la valeur ajoutée dont on a besoin, qui font la différence en fait et qui nous apporte en fait cette efficacité, cette capacité en fait à pouvoir que ce soit détecter, suivre, diagnostiquer et c'est vraiment très important pour nous. On va peut-être demander également à Olivier ce caractère donnant-donnant que vient de décrire Thierry, comment vous le percevez de votre côté ? Alors on le perçoit comme étant déjà un enrichissement mutuel, c'est-à-dire que notamment dans le domaine du monde industriel, le groupe EDF est présent dans différentes capacités de production et à ce titre-là, dans la cybersécurité, on déploie des outils autour de ces environnements industriels et du coup, il faut qu'on les adapte à ces environnements de production et donc une centrale thermique va avoir des contraintes qui seront différentes qu'une centrale hydraulique avec des grandes vallées ou des grands barrages. Et donc à ce titre-là, l'échange qu'on a avec les différents acteurs qui travaillent avec nous permet d'adapter les matériels à ces contextes d'emploi et eux le voient comme quelque chose de très positif parce que ça leur permet aussi d'avoir un produit qui est à dimension variable, qui peut être vendu dans d'autres contextes pour d'autres clients. Et l'important pour eux, c'est aussi de constituer un marché. Et le deuxième point, c'est qu'ils sont nos meilleurs ambassadeurs pour amener l'innovation. Et l'innovation va amener de l'innovation. Et donc à ce titre-là, on fait une centaine d'accompagnements dans notre processus d'achat et d'innovation par an, à l'échelle d'EDF, pas juste sur la cybersécurité. Et donc on veut attirer, on n'a pas forcément assez de candidats, on veut attirer des nouvelles sociétés innovantes de manière à pouvoir les pousser à rentrer dans le giron. Là où c'est plus compliqué, c'est pour après. Quand on doit passer à l'échelle, là il faut passer sur des marchés un peu plus massifiés, un peu plus traditionnels. Et là on a encore une courbe d'apprentissage et d'amélioration qu'on doit mettre en œuvre.
Il y a probablement aussi, je t'en prie, il y a probablement aussi des nouveaux acteurs à intégrer dans ces sujets d'innovation, parce qu'on parle d'innovation et de cybersécurité dans le domaine de l'IoT, dans le domaine de l'industrie du futur. Oui. Et là, il y a des acteurs qui sont ceux qui fabriquent les machines industrielles, ceux qui font les microcontrôleurs, qui n'étaient pas dans le giron de la cybersécurité. Il faut apprendre à travailler avec eux. Donc comment ça se passe et qui fait le premier pas finalement pour fédérer ce nouvel écosystème? Alors là, c'est comme toutes les histoires des rencontres. Il n'y a pas vraiment de méthode, c'est soit l'un, soit l'autre, mais vraiment. Donc on peut, à l'occasion d'un salon ou même par les relations dans les communautés cyber ou dans le monde industriel, tomber sur des pépites ou des acteurs qui sont intéressants. Et après, c'est vraiment des apports croisés. C'est-à-dire que globalement, on a une problématique commune, c'est d'évoluer dans un système industriel qui va devoir fonctionner mieux ou qui doit devoir être optimisé. Et pour une start-up, je l'ai acheté une très grosse machine qui tourne, qui coûte extrêmement cher. Il n'en a pas les moyens. Donc on va lui donner un accès sur des environnements de test, on va lui prêter, on va faire en sorte de pouvoir donner tout l'environnement qu'il faut, de manière à pouvoir porter cette nouvelle technologie et la faire prospérer dans ces environnements-là. Donc c'est vraiment une histoire de couple dans laquelle chacun va apporter ce qu'il pourra apporter afin d'essayer un succès qui soit commun. Est-ce que des environnements de partage et de coopération comme l'Institut de recherche technologie System-X, je crois que EDF en est partenaire, Lagardère je ne sais pas, peut-être bientôt, est-ce que ça pousse les choses, ça aide aussi justement pour fédérer? Alors tout à fait, oui, c'est bien de le mentionner. Ça permet d'une part d'avoir des relations avec notre propre entité EDF R&D, qui effectivement est très active dans ce domaine-là, et le EDF R&D, au même titre que ce partenariat, nous permet de faire rentrer dans nos environnements de production des nouveaux acteurs et de faire en sorte qu'ils rentrent comme des futurs acteurs traditionnels de ces environnements-là et qui permettent de faire tourner la roue. Donc tout à fait, et c'est pour cette raison qu'on est un partenaire fidèle de cet environnement et qu'on le restera. Effectivement, Coralie, c'est un très bon point. Chez Lagardère, cette logique de vous associer à d'autres types d'acteurs que juste, on va dire, en bilatéral, entreprise-entreprise, au niveau d'instituts de recherche, cette nouvelle... Voilà, ou académique, ce nouvel écosystème de l'innovation, c'est quelque chose que vous regardez, sur lequel vous vous ouvrez? Ce sont des gens avec lesquels effectivement on discute et quand il y a pertinence, il y a des travaux qui sont menés. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, depuis des années, on travaille principalement en fait avec l'écosystème français des incubateurs, des accélérateurs qui nous apportent en fait aussi énormément de capacités. Il faut quand même regarder aussi cette facette en France et cette chance qu'on a d'avoir beaucoup d'acteurs qui développent des tas de choses en fait et avec lesquels il faut travailler, que ce soit en fait pour l'entreprise ou pour les aider à se développer. Peut-être une dernière question. On est au cœur des assises de la sécurité à Monaco, qui est un haut lieu, on va dire, écosystémique, de rencontres. Les gens viennent découvrir de nouvelles choses, rencontrer des personnes. Parfois, il n'y a qu'ici qu'ils peuvent trouver le temps de croiser. Dans quelle logique, dans quel état d'esprit vous êtes quand vous venez ici et à quoi êtes-vous ouvert en termes de nouvelles coopérations ou quelles sont vos attentes en termes de co-recherche, co-innovation, co-travail chez Lagardère? Alors en fait déjà et avant tout, ce qu'il faut souligner, c'est qu'au-delà de ce qui se passe sur Monaco, il y a tout un travail de fond qui est mené aussi dans le cadre de l'association de DG Consultants concernant l'innovation, avec en fait des trophées qui sont organisés. Et chaque année en fait on a des voyages d'études qui sont réalisés justement dans les régions pour aller discuter en fait avec les différents incubateurs ou accélérateurs. Ça nous permet en fait de remonter des dossiers qui sont intéressants et de les traiter avec un jury qui conduit en fait chaque année à identifier un acteur particulier auquel on remet ce trophée et qui bien souvent porte une technologie vraiment très pertinente, quoi. Et qui ouvre des collaborations, j'imagine, derrière, des possibilités assez intéressantes pour tous les parties. Clairement, qui ouvre plein de collaborations et puis forcément derrière c'est la visibilité des assises. Donc là on enchaîne sur le salon et pour eux la possibilité de rencontrer en fait l'ensemble de l'écosystème, c'est magique. Ce qu'on peut aussi souligner, c'est tout cet accompagnement qu'on opère à partir du moment où on travaille en fait avec une start-up dans un grand groupe comme le nôtre. C'est du gagnant-gagnant, c'est de dire on va leur apprendre en fait à s'insérer dans cet écosystème de l'entreprise et pour ça qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent considérer, comment en fait ils doivent gérer leurs approches et
qui va les aider en fait ensuite à travailler en fait avec les autres groupes. Je pense que c'est important. Leur dire aussi de temps en temps, c'est pas le moment, vous manquez de maturité et on reverra en fait tout ça un petit peu plus tard. Je pense que c'est pas mal. Ça leur permet en fait de travailler et d'avancer. On en discutait aussi hier là dans le cadre des assises. On regarde aussi comment ces startups sont organisées. Est-ce qu'elles ont la pérennité? Est-ce que les hommes en fait qui les accompagnent sont vraiment capables de continuer et de proposer en fait des choses qui tiendront dans le temps? Parce que un grand groupe, si vous voulez, on est prêt à passer du temps pour extraire de la valeur qui va nous permettre en fait d'être compétitif ou de moins consommer en fait en termes de support par rapport aux solutions traditionnelles. Mais ça veut dire qu'il faut quand même pas trop se tromper et de ce fait se dire on consomme du temps et au final on est obligé d'abandonner parce que ça nous va pas, ça correspond pas à notre besoin, quoi. Donc ça c'est important et comme toujours ça passe par les hommes. Donc on a cette analyse de se dire est-ce que l'équipe en fait sera capable de porter l'ensemble de la mission et la technologie qu'il nous propose aujourd'hui, quoi. Un peu d'empathie donc qui est nécessaire. Et je rebondis là-dessus, la question elle s'adresse à vous deux. Est-ce que finalement, justement on parle de pérennité, on parle d'accompagnement aussi de ces PME, au-delà de la coopération, est-ce qu'il y a du co-investissement, de la co-innovation, voire de l'investissement dans ces startups ou dans ces PME? Alors, du point de vue de l'action commune qu'on peut avoir dans ces startups et les PME, déjà, alors dans le domaine de la cybersécurité, il y a des choses très intéressantes qu'on a pu voir. La première, c'est que le sujet de la cybersécurité est de plus en plus transversal. Il touche le juridique, il touche même des problématiques d'exposition au titre pénal, au titre de la prise de risque, au titre aussi de la stratégie de l'entreprise. Et donc avoir une grande entreprise qui s'intéresse à une start-up et qui travaille avec elle, ça permet aussi de la conseiller et de l'aider à gagner en robustesse. Et donc assez régulièrement, quand on arrive et qu'on dit bon ben, est-ce que vous avez bien prévu vos mécanismes de sécurité, la protection de votre propriété intellectuelle, la protection des données personnelles, quelquefois il y a des sujets qui étaient encore à peine ouverts ou en cours d'instruction, puisque le principe était d'aller sur du time to market et sur le sujet, sur la valeur ajoutée de la start-up. Et donc à ce titre-là, on apporte beaucoup sur comment faire pour améliorer, voire, moi on m'a souvent répondu, c'est très bien ce que vous nous dites, mais nous on n'a pas une direction juridique complète avec beaucoup de juristes qui peuvent nous accompagner. Et donc notre direction juridique peut intervenir de manière à voir de quelle manière on peut pérenniser et sécuriser l'ensemble de l'écosystème. Donc ça c'est un élément. Le deuxième élément, c'est tout ce qui tourne autour des fameux basiques, l'hygiène de la sécurité, ce genre de choses. Alors surtout quand on achète des produits de sécurité, elle est valable aussi bien sur le fonctionnement interne administratif de la start-up en question, même si elle est petite, il faut bien qu'elle fasse un minimum, et en même temps sur la manière avec laquelle elle va délivrer. Et donc là aussi, on peut l'accompagner de manière à gagner sur ces évolutions de maturité. Et comme elle est petite et flexible, elle peut le faire beaucoup plus rapidement que certaines de nos grosses structures qui ont pris de mauvaises habitudes. Et donc à ce titre-là, on a vraiment une capacité de fertilisation croisée de notre point de vue sur comment améliorer les choses et de leur point de vue, comment devenir plus agile, comment penser un peu différemment. Et je pense, pour rejoindre la question d'avant aussi, c'est qu'il ne faut pas venir avec ses dogmes ou ses doctrines, il faut vraiment penser en dehors de la boîte, vraiment avoir une vision épurée, complètement ouverte quand on approche ce genre de salon ou ce genre de partenaire, de manière à pouvoir gagner aussi dans cet enrichissement qui soit mutuel entre les deux acteurs. Merci, c'est très positif et très encourageant. Donc je vais rejoindre Sylvain. Merci pour la conclusion. Alors Coralie, cette émission se termine. Oui. Qu'est-ce que tu retiens des échanges que vous avez pu avoir Déjà, je retiens qu'il y a beaucoup de projets qui sont déjà en cours avec des industriels. Il y a peut-être un petit coup de pouce à donner. Il faut que chacun y mette du sien finalement. On attend toujours de savoir qui va faire le premier pas. Faut y aller. Quand on est une PME, faut frapper à la porte. On voit qu'il y a des grands groupes, que les grands groupes ont de toute façon un intérêt. Et je pense que si on frappe à la porte, ils vont nous écouter et ils vont nous aider. Très belle dynamique quand même en perspective. Enfin, c'est assez motivant tout ça. C'est très positif, très enrichissant. On termine cette première émission d'Aliancy. Ravi d'avoir débuté cette aventure avec toi. Et puis à bientôt pour la suite.